Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35, vous avez la parole au 0826 300 300. Quel souvenir vous avez de Lionel Jospin? On peut y revenir en fait tout à l'heure. Pour vous, qu'est-ce qu'il représentait Lionel Jospin? Est-ce que c'était l'homme de gauche assez rigoureux? C'est l'image en fait austère évidemment qu'il dégageait. Est-ce que c'est l'homme qui était derrière les 35 heures, même si c'est Martine Aubry, bien sûr, DSK aussi derrière? Éric Revel peut en dire un mot. L'homme aussi qui était au moment ministre de l'Éducation nationale, au moment de l'affaire du voile à Creil. On l'a évoqué tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Creil, où la mairie est passée d'ailleurs sous pavillon LFI, si je puis dire, ce week-end, avec des images à Creil, comme à Saint-Denis, à Vaux-en-Velin, au Blanc-Ménil, où ça a été assez violent, évidemment, des maires ou des élus qui ont dû quitter sous escorte policière municipale ces lieux parce qu'ils étaient insultés, etc. Enfin, voire quasiment menacés, bien sûr. Des élus socialistes. La rivalité ou des sifflets en politique, ça arrive en fait toujours. Mais là, c'est allé. Oui, des élus socialistes aussi, des élus LR et des élus socialistes. Tiens, Didier de Nîmes est avec nous pour réagir en fait à ce sujet. Bon, au 0826 300 300. J'attends vos appels. Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous avez vu, vous avez entendu parler de ces images, de ces vidéos qui circulent, hein, Didier? Oui, tout à fait. Alors, c'est quand même un peu gênant. Ouais. Je me demande où est la démocratie dans ce pays. On peut avoir, a priori, on ne peut plus avoir de débat d'idées. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, si on n'est pas de la bonne couleur, si on n'est pas de la bonne religion, ça ne passe pas. Et je pense que tout ça, c'est aussi activé par des extrêmes qui essayent d'appuyer sur le fait de diviser un peu la France. Après, quand on regarde ce qui s'est passé à la télévision, c'est des villes qui, a priori, ont été prises par l'extrême gauche. Alors, d'après ce que j'ai entendu pour l'extrême droite, ça a été à peu près pareil. Il y a des gens aussi qui se sont fait huer. Je comprends pas ça. Surtout pour des communales. Quand on vote pour son maire, généralement le maire, une fois qu'il a été élu, il est obligé de travailler pour tout le monde. Donc je vois pas l'aspect qu'il peut y avoir par rapport à ça, étant donné que au niveau financier c'est quand même un peu léger. Je vois que pour certains maires de petites communes c'est compliqué. Mais je tiens à féliciter le petit jeune homme de 24 ans là, qui a été élu le plus jeune maire de France. Oui, c'est l'un des plus jeunes. Il y en a eu plusieurs. Il y en a un de 19 ans, il y a une jeune fille de 21 ans, je crois que c'est dans le Tarn-et-Garonne, et puis l'autre de 24, vous avez raison. Ouais. Donc je trouve ça bien, je trouve que c'est la jeunesse qui s'intéresse. Ouais. Et d'après ce que j'ai pu en voir, il n'y avait pas une virulence qui était aussi extrême que ça. Ouais. Alors, ce qui veut dire que quand on est dans un pays démocrate, a priori, si nos idées ne sont pas mises en avant, eh bien, on a le droit d'essayer de manifester, de protester pour essayer de revenir en arrière. Et ça, je comprends pas. Sinon, on n'est plus dans une démocratie. Oui, ce sont les valeurs de la démocratie qui vacillent dans ces conditions et qui sont mises en cause. Hein. Didier, restez avec nous. Elisabeth Lévy et Éric Revel. Bonjour Didier. C'est plus que les valeurs c'est l'esprit démocratique. Et ça, c'est pas l'affaire du pouvoir. Hein. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que effectivement, Didier a mis le doigt sur, à mon avis, ce qui montre réellement qu'il y a une crise politique au sens profond. Une crise de notre lien d'appartenance, c'est que l'autre n'est plus un adversaire avec qui on peut s'engueuler de façon civilisée, comme on le fait chaque matin ici dans la joie et la bonne humeur. Ah, commencez pas, Elisabeth. C'est un ennemi. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc là où Didier a raison, c'est qu'il faut quand même, dans ce climat, et vu ce qu'ils prennent comme crachat symbolique ou réel d'ailleurs, il faut quand même féliciter les gens qui continuent à faire de la politique et arrêter
arrêtez de dire que c'est pour la... Enfin, moi, je déteste entendre dire ils font ça pour l'argent. Quand on sait combien ils sont payés, franchement... Oui, c'est vrai. Alors, maire d'une grande ville, vous pouvez avoir une bonne rémunération. Les villes moyennes, etc., ça va pas très très loin, en fait. En tout cas, au regard du temps consacré, bien sûr... des responsabilités. Éric Revel. Écoutez, moi, ces scènes hallucinantes où on moleste un candidat battu, qu'il soit socialiste ou LR, pour moi, ces scènes ont du bon. On les moleste pas, on les insulte. Parce qu'il y a des policiers municipaux. Oui. Et puis on les insulte partout, on les insulte. Moi, je trouve que ça a du bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça révèle la conception que la gauche extrême a de la démocratie. Vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas partout non plus. Dans les exemples cités, ça veut dire que ces gens considèrent que il y a pas d'autres électeurs, que la ville leur appartient et qu'ils vont en faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Moi, je vais vous dire, je trouve ça extrêmement dommageable et ça donne peut-être à réfléchir à ceux, alors pas aux communautaires, aux communautarisés visés, mais ça donne à réfléchir, je pense, à beaucoup de gens, y compris aux électeurs du Parti Socialiste, qui ont donc dénoncé cet accord largement dans le pays avec LFI. Voilà, c'est la conception qu'a une partie de l'extrême gauche dans certaines villes de la démocratie, c'est-à-dire la violence et l'insulte. En plus, il y a une dimension supplémentaire qui est la Nouvelle-France, qui est dans certains endroits, la Nouvelle-France qui dit à l'ancienne France qu'elle n'existe plus et qu'elle doit dégager. C'est une honte. C'est une honte, ça. Moi, je comprends pas qu'on puisse parler de la sorte. À savoir que nos anciens se sont battus pour notre liberté et qu'on vienne comme ça du revers de la main balayer tout ce qui a été construit pour une couleur de peau et pour une religion. Je trouve ça abominable. Mais quand Jean-Luc Mélenchon, dans un discours, dit tout blanc, tout moche, si vous voulez, ça redonne du carburant à ces gens qui insultent par définition, alors qu'ils sont pas tous de couleurs différentes de la nôtre. Mais quand vous dites tout blanc, tout moche, qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent ? Ça incite à la violence. Et il y a surtout beaucoup d'enfants d'immigrés, beaucoup de descendants d'immigrés qui sont tout aussi horrifiés que nous. Il ne faut pas oublier que dans ces villes, les gens sont très mal élus, parce qu'il y a très peu de gens qui vont voter, donc ils sont élus par une très faible partie de la population, la plus militante, la plus et la plus subventionnée très souvent. Vous savez, à Paris, il faudrait voir le nombre de fonctionnaires municipaux qui habitent à Paris dans des logements sociaux, qui sont donc une clientèle. Non, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a des clientèles naturelles. L'argent public crée des liens naturels. Vous n'avez pas besoin d'aller voler, vous voyez ce que je veux dire. La responsabilité des abstentionnistes, si vous voulez, elle est quand même très engagée. Parce que c'est vrai. Bravo, Eric. Oui, mais il y a des endroits où les gens ont complètement coupé de la politique, quoi. Ils ne s'en occupent plus, bien sûr, quoi. Voilà. Et ce que dit un élu, c'est au Blanc-Ménil. Ce matin, j'étais avec un autre maire, un élu au pavillon sous bois. C'est que les villes, certaines villes, en fait, maintenant, elles sont divisées d'un côté la racaille et de l'autre côté ceux qui ont peur, quoi. Et du coup, on se fuit, on parle effectivement. Didier, vous vouliez continuer de réagir, Oui, ça laisse prévoir pour les élections nationales quelque chose de dramatique. Déjà, quand j'entends un certain parti de gauche qui dit même si l'élection elle est faite, nous on se battra pour qu'elle ne se réalise pas. Ça m'inquiète pour mes petits enfants, pour mes enfants. Et je me dis que si on se retrouve dans ce cas de figure, c'est vraiment dommageable. La France est quand même un pays d'accueil. On a beaucoup accueilli. Et j'ai du mal à comprendre que tous ces gens qui sont venus chez nous pour justement mieux vivre, et c'est maintenant de retourner ce qui a été créé pour créer autre chose. Je comprends pas. En plus c'est pas tous, comme souvent évidemment ce qu'a dit Elisabeth, quoi. Bien sûr, c'est probablement une minorité, puis les autres qui voudraient vivre en fait normalement, mais il y en a qui attisent, qui attisent évidemment cette haine qui est extrêmement les révolutions historiquement c'est toujours une minorité, Patrick. Et surtout dans certains endroits c'est une grosse minorité, il faut être honnête. Le communautarisme, ça ne touche pas quelques individus isolés. Cette fracture sur le mode eux et nous, les gens qui parlent de leurs concitoyens en disant les Français, c'est une minorité bien sûr, mais c'est pas une micro-minorité. Mais que faire face à ça alors? Ça c'est Didier.
tout ça, ça a commencé déjà par des gens, les gens comme nous, plus de 50 ans et blancs, qui aiment bien la viande. Ça y est, voilà, on commence par ça. Comment vous savez? Et après on rajoute, et après on rajoute, et on rajoute. Et puis on donne la couleur, et puis on donne la religion, et puis on donne. J'arrive pas à comprendre ce principe-là de destruction. Ouais. Vous êtes à Nîmes, Didier. Oui. Vous avez senti pendant cette campagne électorale aussi que c'était justement tendu, divisé en fait, comme ça. Tout à l'heure, j'étais avec le nouveau maire d'Avignon. Il le disait, sur le terrain, ça a été par moments extrêmement violent. Eh ben, je vais vous dire honnêtement, j'ai été surpris par le calme qui a été employé, à part certaines personnes communistes. Hein, je ne parle pas de Monsieur Bouget qui était plus que parfait, mais il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de choses comme ça. La seule chose que j'ai entendue, j'ai été voir un peu les différents partis, j'ai assisté à leur réunion, et la seule chose que j'ai entendue, c'est d'un communiste qui disait les autres sont racistes. Mais sinon, que ce soit du côté de la droite ou de la gauche, ça a été plus pour défendre leurs opinions, et pas essayer de critiquer. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ces élections. Alors Elisabeth Lévy va vous poser une question, mais dans un instant sur Nîmes, vous allez poser en fait une question, et puis évidemment d'autres auditeurs et auditrices qui peuvent réagir 0826 300 300 à notre discussion, bien sûr. Est-ce que vous avez été choqué par ça? Est-ce que au contraire vous avez trouvé que c'était assez apaisé aussi dans votre ville? Et qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Est-ce que vous êtes inquiet pour vous-même et pour vos enfants ou vos petits-enfants? 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h49. Bon, Didier ne pouvait pas rester parce que vous vouliez lui poser une question autour de la corrida pour savoir évidemment s'il y allait toujours avoir à Nîmes. Les férias qui commencent bientôt. Oui, c'est vrai, la feria de Pentecôte. Oui, absolument. Bien sûr. Lionel Jospin. Qu'est-ce que, voilà, nous l'avons évoqué déjà un peu hier, puisque nous l'avons appris à peu près à cette heure-ci, vers 9h, 9h15 hier matin. Éric Revel, qu'est-ce que vous gardez, vous, de Lionel Jospin? Alors, écoutez, c'est l'homme de la gauche plurielle, c'est l'homme d'une certaine honnêteté intellectuelle, mais pour le pays, c'est l'homme des 35 heures. Moi, je conserve ça, parce que les 35 heures ont été globalement, et d'ailleurs... on en subit encore les conséquences, globalement une catastrophe pour l'économie française. Les 35 heures, l'idée, je vous rappelle, c'était vous travaillez 35 heures et vous serez payé 39. Ça a désorganisé une partie du secteur public, ça a amoindri la compétitivité, ça n'a pas fait diminuer le chômage réellement. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait un taux de croissance assez fort sous Jospin qui était de 4%, ça c'est vrai. Mais sur les enquêtes de création d'emplois, par exemple, des 35 heures... Il y en a eu forcément à un moment donné pour oui, mais si vous voulez, on attendait. Les socialistes parlaient de 750 000, 1 million de création d'emplois. Allez, suivant que vous êtes dans un think tank de droite ou de gauche, allez, si ça en a créé 300 000, c'est le bout du monde. Mais derrière, ça a créé en cascade des problèmes pour l'économie française. Puis, au bout de la chaîne, et d'ailleurs, les nouvelles générations en portent les stigmates aujourd'hui, c'est que au bout de la chaîne, on a dévalorisé le travail. On ne crée pas des emplois en diminuant les heures travaillées, on crée des emplois en augmentant le travail et donc la croissance. C'est ça la réalité. Non, mais c'était pas très audible à l'époque. Mais on voit bien aujourd'hui que les nouvelles générations vous expliquent que on préfère le loisir au travail. Alors très content, mais les gains de pouvoir d'achat avec le passage aux 35 heures, ils n'ont pas été phénoménaux. C'est d'ailleurs pourquoi Sarko s'est fait élire sur l'idée de défiscaliser les heures supplémentaires. Parce que c'est bien de dire vous allez avoir plus de loisirs et de temps libre pour vous. Mais si vous n'avez pas les moyens en termes de revenus, de financer vos loisirs, vous vous rendez compte que c'est... Elisabeth, avant de prendre... Vraiment la période... Je raconterai, si j'ai le temps, une anecdote avec Jospin. Non, mais c'est vraiment une période, si vous voulez, on a l'impression d'avoir des magiciens au pouvoir qui disent n'importe quoi, et les Français gobent. Mais c'est un drame, c'est une catastrophe. Et hier, Éric Nolot disait oui, Mitterrand disait après moi, il n'y aura plus que des comptables. Mais ce serait pas mal d'avoir quelques comptables. Parce qu'aujourd'hui, c'est la clé de notre indépendance. Si on est dépendant, c'est bien parce
parce que on est incapable de compter et que il y a la moitié du pays et plus qui vit plus d'argent public que des fruits de son travail. Alors, juste un mot sur Jospin, bon, l'anecdote, c'est que pour moi, c'est quand même l'homme du passage de relais entre la vieille gauche, la gauche des droits collectifs, la gauche ouvrière, la gauche à l'ancienne, et la gauche des droits individuels, qui va accoucher finalement de la gauche woke. Après, et lui, il est au milieu, parce que vous avez raison, c'est un homme plutôt qui vient de l'ancienne. À part ça, sur l'honnêteté, vous avez raison, c'est un honnête homme, il va quand même beaucoup mentir sur son parcours, mais bon, j'attends l'anecdote. Alors, juste avant l'anecdote, Dominique qui est avec nous au 0826 300 300. Dominique, bonjour. Oui, bonjour, Sud Radio, bonjour à tous les auditeurs. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous gardez, vous, de Lionel Jospin ? Pour moi, ça a été le point de bascule d'une France qui avait un avenir économique, un avenir social, d'une France qui représentait encore quelque chose pour elle-même, mais aussi à l'international, une forme de rayonnance et une forme de dynamisme, avec une France d'un seul coup qui s'est réduite au social, oubliant que le social ne se construit que sur un dynamisme économique dont tout le monde doit profiter. On doit pouvoir créer des entreprises pour que des gens puissent travailler, que des gens puissent avoir un espoir d'améliorer leur quotidien. Et on leur a vendu en fait un rêve en leur disant, et Jospin en particulier, les années Jospin en particulier, avec Martine Aubry, avec Strauss-Kahn, etc., leur a vendu un rêve social qui est sorti d'un chapeau. J'aimerais voir la tronche du chapeau, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Et qui aujourd'hui fait qu'on est dans cette France racornie, cette France qui n'a plus d'industrie. J'en prends pour preuve moi-même qui ai créé une entreprise il y a quelques années. Pour vous donner un ordre d'idée, les produits que je mettais sur le marché, j'avais 20% de coût matière pour 80% de coût main d'œuvre, qui représentait le coût social. Et j'étais en concurrence avec la Tunisie, la Chine et le Cambodge. Et bien chez eux, c'était x10 en moins. Donc, c'était l'inverse, quoi. C'est l'inverse. Et en fait, j'ai licencié, j'ai vendu ma boîte parce qu'au bout d'un moment, vous n'y arrivez plus. Quand vous avez 80% de coût social, coût main-d'œuvre, et qu'en plus, vos salariés, vous estimez vous-même qu'ils ne sont pas suffisamment payés, parce que vous aimeriez mieux les payer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le début de la bascule, ça a été vraiment là. Les années Jospin, les années Aubry, les années Strauss-Kahn, qui nous ont foutus dans une panade noire, et puis aujourd'hui, finalement, la suite qui a suivi, c'est-à-dire le LR, les LR ont voulu satisfaire et faire plaisir à la gauche, se donner une espèce de bonne conscience, et n'ont rien changé, n'ont jamais essayé de changer quelque chose, si ce n'est, comme vous dites, la défiscalisation des heures supplémentaires qui a été tout de suite abrogée par M. François Hollande. On est un pays de fous. Non, mais on comprend votre raisonnement. Éric Revel, vous vouliez... Merci, Dominique, pour ce témoignage, parce qu'en même temps, c'est pas qu'une opinion, c'est un témoignage à partir d'un chef d'entreprise. Alors, j'aime pas, bon, quand je vais parler de Jospin en parlant un peu de moi, mais bon, vous allez voir, c'est assez marrant, parce qu'en fait, quand je dirigeais LCI, pendant la présidentielle qui opposait Hollande à Sarkozy, me vient une idée que je confie à Michel Field, et je lui dis, en fait, on va avoir deux anciens premiers ministres, un de gauche, un de droite, qui vont commenter, l'un pour Hollande, l'autre pour Sarkozy, pendant un an, la campagne présidentielle en alternance du lundi au vendredi. Alors je convainc assez rapidement Raffarin pour Sarkozy, et à l'époque j'en parle à Olivier Ferrand, feu Olivier Ferrand, qui d'ailleurs était le patron de Terra Nova, qui avait publié cette note sur le monde. Richard Ferrand? Non, Olivier Ferrand. Olivier Ferrand, qui est décédé. Qui est décédé. Et alors je dis à Olivier, voilà, je cherche un et je lui dis, mais il y a que Lionel Jospin qui pourrait jouer ce rôle. Alors il me dit, il me dit, je joue au tennis avec lui, donc je lui propose. Donc il me revoit 15 jours après, il me dit, Jospin m'a dit qu'il a arrêté la politique, mais en revanche il m'a demandé de donner son numéro. Donc j'appelle Jospin, je mettrai 5-6 mois à négocier, non pas aucune pige, un ancien Premier ministre prend pas de pige, mais à le convaincre qu'il faut, voilà. Et il finit par accepter, donc c'est fantastique, on appelle l'émission Parole de Premier, on a Raffarin et Jospin qui se succèdent, et un jour la régie me dit, il y a Jospin qui veut te voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il arrive dans mon bureau, il me dit, écoutez, je suis très embêté, parce qu'on m'a dit qu'hier, Jean-Pierre Raffarin avait fait 30 secondes de plus. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, pas de problème, prenez une minute. Il me dit, je vous demande pas ça, je vous demande mes 30 secondes. C'est la rigueur jusqu'à la rigidité. C'est drôle. Jospin. Tiens, pour terminer, Scarperet, Benjamin Glès sur les réseaux sociaux. Ce matin, c'est un hommage d'Emmanuel Macron
non pas à Jospin, ce sera jeudi, mais à Jack Lang. Oui, un hommage plutôt surprenant. Rappelons-le, l'ancien président de l'Institut du monde arabe avait été poussé à la sortie après avoir été éclaboussé par l'affaire Epstein. Mais qu'importe, donc Emmanuel Macron lui a rendu un hommage appuyé hier, le chef de l'État qui était venu à l'Institut du monde arabe pour inaugurer une exposition sur le Liban. Durant son discours, Emmanuel Macron a eu un mot pour la nouvelle présidente de l'institution, Anne-Claire Legendre, et c'est dans la foulée qu'il a salué le travail de son prédécesseur, Jack Lang. Et puis je veux avoir un mot pour votre prédécesseur, Jack Lang, qui a beaucoup fait pour cette exposition et qui pendant toutes ces années a beaucoup fait pour l'Institut du monde arabe. Et je pense qu'il est juste qu'hommage lui soit rendu pour son engagement à la tête de cet institut. Voilà, bon, après il a mis du temps, c'est vrai, à lui dire merci, au revoir, Emmanuel Macron, à Jack Lang. C'est-à-dire que il était toujours un peu attaché, évidemment, à lui, et bon, après il a fallu tourner la page après l'affaire, évidemment, à Epstein. L'Élysée qui avait quand même poussé à la démission aussi de Jack Lang. Ouais. Non, mais c'est ça, mais il a fallu du temps, il a fallu quand même un peu de temps. Merci Benjamin, dans un instant, on continue. Vous pouvez continuer de réagir sur toute l'actualité, 0826 300 300 avec Jean-François Achili.